Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Hello à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode beaucoup plus personnel puisque je reçois Bertrand Vigneron, mon beau-père, à l'occasion du lancement de son exposition photo au profit de l'Arsla qui se tient en ce moment Cours-Cambronne et ce jusqu'au 25 juin. L'Arsla, c'est une association qui œuvre pour la recherche sur la SLA, qui est plus connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est une maladie rare qui touche 7000 personnes en France chaque année, neurologique, qui entraîne d'abord une faiblesse musculaire, puis une paralysie totale. Le malade perd sa mobilité et se retrouve dans l'impossibilité de parler, de se nourrir et de respirer tout en gardant ses capacités intellectuelles. Parce que oui, c'est ça le grand drame de cette maladie, c'est d'être prisonnier de son corps tout en ayant conscience de ce qui vous arrive et de la fin. Alors comment accueille-t-on un diagnostic comme celui-ci ? Comment vit-on avec cette maladie ? Comment fait-on pour aller de l'avant et continuer de croire en l'avenir lorsqu'il s'annonce si sombre ? Ce sont les questions que j'ai posées à Bertrand. Bertrand qui, à 60 ans, se retrouve atteint de la maladie de Charcot. Bertrand, passionné par la photographie, qui désormais ne peut plus toucher un appareil photo. Alors oui, aujourd'hui on est tous touchés de près ou de loin par la maladie. Cette histoire elle est peut-être même un peu ordinaire. Mais ce qui est sûr c'est que ce que vous entendrez ici c'est vraiment unique. C'est le témoignage d'un homme heureux, un homme qui a accepté son destin avec une résilience incroyable, avec beaucoup de dignité. Un homme extraordinaire par sa philosophie de vie et son parcours, qui nous délivre ici un message d'espoir. Un épisode sûrement émouvant qui, j'espère, vous plaira et que j'en profite pour dédier à deux hommes qui œuvrent dans l'ombre, mon mari et mon père. Belle écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Alors je suis très heureuse de recueillir votre témoignage aujourd'hui. On enregistre cet épisode chez vous, dans votre appartement. Et c'est un épisode exceptionnel pour moi puisque vous êtes mon beau-père, donc le père de mon mari. Et d'ailleurs, exceptionnellement, j'utiliserai le vouvoiement et non pas le tutoiement dans cet épisode. Alors aujourd'hui, vous allez nous partager votre histoire, Bertrand, les réflexions que tout ça, toute cette maladie génère chez vous, la manière dont ça vous nourrit aussi. Et puis, on va parler de l'exposition photo que vous avez montée et qui a lieu actuellement Cours-Cambronne à Nantes. Mais d'abord, je voulais savoir comment vous alliez ce matin, Bertrand. Je vais très bien, comme la plupart des matins, parce que je garde un moral d'acier malgré cette maladie dont on va parler tout à l'heure. Et en plus, aujourd'hui, le soleil brille, donc on est bien content, après ces mois de pluie, de retrouver le soleil. Et d'abord, je vous propose, Bertrand, de commencer par vous présenter. Donc, voilà, je suis Bertrand Vigneron, je suis né à Nantes en 1961, où j'ai vécu jusqu'en 1979. Donc, toute mon enfance était nantaise. En bon nantais, je suis passé par deux collèges bien connus, Saint-Stanislas et l'Externat des enfants nantais. Et après le bac, effectivement, j'ai quitté Nantes. Mon cœur et mes racines sont complètement nantaises. Bertrand, vous êtes père de 4 enfants. Tout à fait, 3 garçons et une fille. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très fort pour moi, qui me soutient beaucoup. Bertrand, donc vous disiez que vous étiez né à Nantes en mars 61. Si on rétropédale, si on repart sur cette enfance nantaise, comment est-ce que vous projetiez alors ? Je n'avais pas forcément vraiment de projection. En revanche, mon père était courtier maritime sur le port de Nantes. Et tout petit, j'accompagnais mon père parfois à bord des navires, des cargos qui venaient en escale dans le port de Nantes. Et là, dans le carré du capitaine du navire, où mon papa signait des papiers pour la douane, etc. Et moi, je découvrais tous les pavillons, je voyais les planisphères avec toutes les mers du monde et les routes maritimes. Et déjà, ça éveillait en moi un goût pour l'international qui ne m'a jamais quitté et qui a orienté mes études post-bac vers le commerce international. Vous avez quel souvenir de cette enfance à Nantes ? Excellent souvenir. Alors, une enfance tout à fait heureuse. Des petites anecdotes, par exemple, des choses qui ont disparu de Nantes, par exemple. Un petit kiff d'enfant, c'était les civelles. Oui. Les civelles, quand j'étais gamin, je me souviens, quand on passait les ponts sur la Loire l'hiver, quand il faisait nuit, on voyait plein de lucioles sur la Loire, et c'était tous ces petits bateaux avec le carlet à l'arrière, et il y avait quantité de pêcheurs de civelles. Et je me souviens de ma mère allant à Talensac, on mangeait des civelles toutes les semaines, c'était tout à fait abordable. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est vendu à prix d'or aux Japonais, et on ne trouve plus de civelles, quoi.
Vous pourriez expliquer d'ailleurs aux auditeurs ce que c'est qu'une civelle? Ah, une civelle, c'est un alevin d'anguilles. Les anguilles remontent la Loire pour frayer. Et ce sont ces tout petits alevins minuscules et qui sont pêchés avec un carrelet très très fin et qu'on mangeait en vinaigrette. Voilà, c'était un mets délicieux, mais qui malheureusement très nantais ou bordelais aussi, dans les estuaires de rivières, mais qui a disparu maintenant. Et alors, si on reprend votre parcours, Bertrand, donc vous nous disiez que vous étiez à l'école à l'externat des enfants nantais, et après vous avez étudié à l'EPSI. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours professionnel avant que la maladie de Charcot ne soit diagnostiquée? Oui, il y a eu quand même quelques années, parce que la maladie est arrivée très tardivement. Donc, j'ai commencé ma carrière comme trader en matières premières, sur des dérivés du pétrole et des produits chimiques, pour une société allemande. Donc là, c'était plutôt de l'ingénierie logistique et financière. On allait acheter une cargaison dans un pays, on affrétait un bateau, on le transportait, et puis on se couvrait les variations en devises contre le dollar, etc. Bon, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'était très intéressant, mais j'ai voulu changer parce que, en fait, la société pour laquelle je travaillais, on n'avait pas assez de poids sur le marché pour bâtir des stratégies, et donc j'avais l'impression de subir un peu le marché. Et moi, j'avais besoin d'avoir plutôt un objectif marketing et à moi de me débrouiller pour trouver la bonne stratégie pour l'atteindre. Et donc, j'ai décidé de passer du secteur primaire au secteur secondaire dans l'industrie. Et là, j'ai été recruté comme directeur export dans une entreprise dans l'Ouest. J'ai créé le service export. Au bout de 10 ans, on était une dizaine de personnes. Et j'ai voulu changer et pousser la roue encore plus loin. C'est-à-dire qu'après le secteur primaire, secondaire, j'ai voulu aller dans le tertiaire. En fait, ce qui s'est passé, et ce sera aussi une introduction un petit peu au parcours photographique plus tard, c'est qu'à l'âge de 40 ans, je me suis découvert un peu une âme d'artiste, sauf que je n'avais aucun contact, aucun réseau, parce que c'était pour moi un monde, un univers totalement inconnu. Dans les années 2000, je me suis pris le graffiti en pleine gueule. Et c'est ça qui a été un peu un déclencheur. Donc, j'allais dans des endroits où personne ne va, où très peu de gens vont, dans des squats, dans des friches industrielles. Ce que la police n'arrivait pas à faire, c'est-à-dire retrouver l'auteur du graphe, moi j'arrivais à le faire. Et donc j'étais complètement introduit dans cette communauté graffeur. Et j'ai même créé une société, j'ai déposé une marque, Graph and Tag, et j'ai fait quelques produits dérivés sous licence, etc. Et puis la raison m'a ramené à l'industrie. Comme je disais tout à l'heure, père de 4 enfants, tous ont fait des écoles de commerce. En bon père de famille, je suis revenu vers quelque chose de plus stable, disons. Et donc en fait, voilà, c'est un parcours complètement atypique et très, très divers et varié. Je peux presque dire que j'ai eu plusieurs vies en une vie. On va parler donc de la maladie qui vous touche depuis 2019. Il y a 3 mots qui viennent bouleverser votre vie. La SLA, donc je vais essayer de bien le prononcer, sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle aussi plus couramment maladie de Charcot, du nom du neurologue qui a travaillé dessus. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette maladie? Bien sûr, parce que je la vis au quotidien, donc je peux en parler, même s'il y a des formes très très différentes. Alors, c'est une maladie donc neurologique qui fait que les nerfs, la commande nerveuse des muscles ne fonctionne plus, et donc les muscles s'atrophient. Donc on perd progressivement l'usage de tous les muscles, donc des membres supérieurs, inférieurs, et même de la respiration, puisque au final on meurt par asphyxie parce qu'on n'a plus les muscles pour respirer. Charcot, j'ai découvert que c'était le père du commandant Charcot, hein, le bateau Le Pourquoi Pas. Donc là, on est milieu du 19e. Ce qui est incroyable, c'est que depuis ce temps-là, la connaissance de cette maladie n'a pas beaucoup progressé. Parce que c'est une maladie assez rare, en fait. Il y a très peu de cas de malades. C'est une maladie qui est connue, j'ai l'impression, du grand public. Oui, c'est une maladie rare. Et moi, j'avais une forme rare dans la maladie rare. Comme vous l'entendez, j'ai encore cette chance de pouvoir communiquer. Beaucoup de patients de la SLA ne peuvent plus parler, ne peuvent plus manger parce qu'ils font des fausses routes. Moi, j'ai perdu l'usage de tous mes membres. Mais en revanche, mon élocution reste normale. La voix est bonne. D'ailleurs, à la radio ou au téléphone, si on ne sait pas que je suis malade, on ne peut pas le deviner, quoi. L'OMS a déclaré cette maladie la plus cruelle sur Terre. C'est pas une maladie qui est douloureuse. On n'a pas de souffrance physique, c'est-à-dire que si on reste immobile, il n'y a pas de douleur. Dès qu'on veut bouger, effectivement, là, ça commence à faire mal. Mais au repos, c'est insensible. En revanche, la douleur, elle est plus dans la tête.
parce qu'en fait, on est privé de tout. On ne peut plus rien faire, et quand je dis rien faire, c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est-à-dire que je peux pas... évidemment, je peux plus faire un seul acte de la vie quotidienne. Habituellement, la maladie atteint tous les muscles, et d'ailleurs les muscles de la langue en premier. Vous, c'est un peu l'inverse, hein. Ça atteint les muscles de votre corps, ça vous paralyse petit à petit dans le temps. Et en fait, finalement, aujourd'hui, elle est bloquée quasiment au niveau du cou, et vous pouvez en effet vous exprimer, continuer à communiquer avec vos proches. Ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir garder la communication, parce qu'il y a des gens à l'inverse. On m'a parlé l'autre jour de quelqu'un qui a la SLA, il ne peut plus parler, il ne peut plus manger, mais en revanche, il peut faire du jogging. Oui. C'est assez incroyable. Une autre personne que je connais a perdu aussi l'usage de la langue, mais il a encore ses bras, il peut continuer à faire des photos. Donc, bon, le neurologue me dit qu'il y a autant de formes de SLA que de patients. Je pense qu'il force un peu le trait, mais ça veut dire que cette maladie peut prendre des formes très diverses et variées. En quelques mots, il y a 7000 patients en France aujourd'hui, et il y a à peu près par jour en France, il y a 5 cas nouveaux déclarés et 5 personnes qui décèdent de cette maladie. La statistique, c'est que 80% des patients vivent entre 2 et 4 ans. Et dans mon cas, je suis déjà dans au moins la 5e année, donc je suis sur une forme un peu plus lente, un peu en sursis. Et alors, si on revient à vous, Bertrand, racontez-nous justement le début. Quels ont été les premiers symptômes? Donc ça, c'était en octobre 2018 à peu près. Le premier trouble que j'ai remarqué, c'est que je n'arrivais plus à me couper les ongles. Avec un petit coupe-ongle, j'avais plus la force avec le pouce d'appuyer sur le levier pour me couper les ongles. Alors c'est amusant. J'ai entendu une autre patiente qui disait qu'elle n'arrivait plus à appuyer sur la télécommande pour ouvrir ou fermer sa voiture. Donc C'est ça qui l'a alerté. la perte de la pince, c'est la première chose. 15 jours après, je n'arrivais plus à essuyer mes lunettes. Et encore 15 jours après, j'arrivais plus à me moucher, c'est-à-dire à boucher la narine pour expulser l'autre. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, il y a peut-être un petit souci, donc on va consulter. Parce que si je reviens justement à cette première alerte, quand vous n'arriviez plus à appuyer sur le coupe-ongle, à ce moment-là, vous êtes dit quoi? Ça vous a alerté? Vous êtes inquiété? Ou vous êtes dit, bon, je passe à autre chose et puis j'y reviendrai? J'imaginais pas encore la SLA, bien sûr, même si la première des personnes, avant les médecins, à penser à la SLA, curieusement, c'est mon épouse. Quand elle vous dit ça, vous réagissez comment? Moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Et après, il y a eu donc, mon beau-frère médecin me dit, écoute, va voir un angiologue d'une part, et puis un neurologue. Donc, je suis allé voir un angiologue, et il m'a dit, non, de ce côté-là, tout va bien, mais maintenant, quand j'y repense, 5 fois pendant cette consultation, il m'a dit « Allez voir votre neurologue, allez voir votre neurologue ». Et en fait, j'ai compris après pourquoi, puisque 8 jours après, j'avais rendez-vous chez le neurologue, et je me déshabille, et là, il fait « Waouh !» Et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, j'avais des fasciculations sur tout le corps. Les fasciculations, c'est quoi? C'est les muscles qui tremblent, en fait. Oui. Comme il n'y a plus la connexion nerveuse avec les muscles, en fait, ils vibrent pour essayer de retrouver la connexion. Ça, vous l'aviez remarqué? Oui, mais Vous pas sentiez? aussi. Ça se sent? Oui, mais je pensais que c'était des palpitations Ouais. ou parfois le battement cardiaque. En fait, pas du tout. C'était effectivement les muscles, les fasciculations des muscles. Et apparemment, j'en avais beaucoup, parce que le neurologue m'a même filmé parce qu'il voulait montrer ça à des confrères. Donc, je pense que j'étais à un niveau assez élevé. Donc ça, c'est un des critères de la SLA, mais moi, je ne cochais pas toutes les cases. Donc, ça a été très, très long avant d'avoir un diagnostic. Et c'est quoi toutes les cases? Quand vous dites que vous ne cochez pas toutes les cases, il y avait une liste de symptômes et genre vous en cochiez peut-être 5 sur 10 sur 15? Comment ça se passe dans ces moments-là? Non, je crois qu'il y en avait plutôt 5 et j'en avais que 2 ou 3 sur 5. Mais le médecin, à ce moment-là, quand il vous ausculte, ce premier rendez-vous, il a posé des mots sur votre maladie? Il a dit potentiellement c'est un cas de SLA? Alors, d'abord, la première... en fait, donc, je suis retourné voir le neurologue. Il m'a dit, je vais vous revoir dans 3 mois. Donc, électromyogramme, qui est un examen qui n'est pas très agréable, avec des aiguilles qu'on vous enfonce partout, des électrodes. Et au bout de 3 mois, il a dit, je vais vous envoyer à l'étage supérieur, qui est le centre neuro-SLA du CHU d'Angers. Angers avait déjà un centre de compétences, avec une équipe pluridisciplinaire, très spécialisée sur la SLA.
Et ma première hospitalisation de jour, donc c'était en août 2019. C'était une médecin roumaine. Et elle a parlé de... Psychologiquement, c'était très adroit. Elle a parlé de suspicion de SLA. Et en fait, elle a détecté ça par le creux que j'avais entre le pouce et l'index, d'où déjà la faiblesse de la pince. Et là, ça commençait déjà à creuser. Et quand je suis revenu à la maison et j'ai parlé de suspicion de SLA, ma femme a dit non, pour moi, c'est pas suspicion, c'est la SLA. Mais voilà, je ne savais pas encore trop ce que c'était que cette maladie. Je savais que c'était incurable, qu'on ne peut pas en guérir et qu'on a une espérance de vie assez limitée, mais je ne connaissais pas encore toutes les étapes par lesquelles j'allais passer. Et comment vous avez accueilli cette phrase? Peut-être que je n'étais pas très conscient de ce que c'était. En moi, il n'y a jamais eu de révolte. Jamais vous avez été en colère? Jamais. C'est assez étonnant. Ouais. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas très logique, pas très normal. Jamais vous êtes dit pourquoi moi? Peut-être quelques fois au début, mais assez vite j'ai évacué ça parce que je me suis dit c'est pas la bonne route à prendre parce que sinon tu vas mal vivre la maladie. En fait, tout de suite j'ai été dans l'acceptation. Même pas la résignation, parce que la résignation c'est une acceptation contrainte. Moi j'étais dans l'acceptation, j'accueille ce qui m'arrive. Hein. De toute façon, pour être heureux, c'est d'accepter son destin. Si on n'est pas heureux avec qui on est et ce que l'on a, on vit malheureux. Donc moi, j'ai accepté ce destin et aujourd'hui, je vis avec. Quelle force. Bertrand, vous aviez quel âge à ce moment-là? À peine 60. Donc, mais le diagnostic intervient toujours trop tôt. Effectivement, je me dis, bon, ben voilà, après une vie de travail, on commence la retraite et patatras, ça vous tombe dessus. Bon, si ça avait été à 70 ans, même après 10 ans de retraite, j'aurais dit, allez, encore un petit peu, c'est encore un peu tôt. Et puis à 80 ans, pareil. Donc, voilà, c'est comme ça, on ne choisit pas. Hein. Donc, encore une fois, pour moi, j'avais pas d'autre chemin que d'accepter la maladie pour essayer de la vivre au mieux. Et tout à l'heure, vous nous disiez que ça avait été long, que vous n'aviez pas coché toutes les cases de la maladie, que c'était long avant de poser un diagnostic. Combien de temps ça a pris? Pratiquement 2 ans. Il n'a jamais été posé de manière claire. Il y a beaucoup de gens, effectivement, on leur annonce de but en blanc, ils se le prennent en pleine gueule, pardonnez-moi l'expression. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Comme je disais, la première HDJ, on m'a parlé de suspicion de SLA. C'était vraiment sur la pointe des pieds. Et puis le vrai diagnostic, il n'est jamais venu, si ce n'est 2 ans après. Mais entre-temps, je commençais à me dégrader, etc. Donc c'était même plus une surprise. Quand on m'a confirmé le diagnostic, dans ma tête, il y a longtemps que je l'avais déjà assimilé, en fait. Donc en fait, finalement, vous étiez déjà dans la résilience, en fait. Oui, complètement. Dans l'étape d'après, ouais, quoi. Je pense. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai toujours été dans la résilience et j'espère le rester jusqu'au bout. Comment, si on va parler de l'annonce à vos proches, à quel moment vous l'avez annoncé? Quel a été votre chemin par rapport à tout ça et votre posture aussi? Avec mon épouse, d'abord, là, il n'y avait pas de frein à la communication. On se disait tout. Après, pour les enfants, c'était plus compliqué. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'ils aient chacun le même niveau d'information. Donc, ça s'est passé par mail et en écrivant et en donnant le même message, délivrant le même message à chaque enfant pour être certain qu'ils aient à peu près le même niveau et qualité d'information. Après, ce qui se passe, c'est que chaque enfant réagit différemment. Voilà, parce que chacun a sa sensibilité. L'un va être un peu dans le déni, l'autre va être effondré tout de suite. Voilà, donc après, il faut gérer ça. Et c'est mon épouse qui, après, a rappelé chaque enfant pour en parler avec elle. Et voilà, donc ce que je veux dire par là aussi, c'est que cette maladie, je la vis moi dans mon corps et dans mon esprit aussi, mais elle ne se vit pas tout seul, parce qu'elle impacte tellement l'environnement, et en premier lieu ma femme, Laurence, qui est vraiment extraordinaire dans son rôle d'aidante, mais également les enfants, voilà. En même temps, cette maladie permet, j'allais dire, un avantage. C'est pas vraiment un avantage. Bon, il y a des petits avantages. Je vais faire un
un petit jeu de mots, c'est on peut se garer gratuitement avec la carte d'handicapé. Bon, mais bon, plus sérieusement, non, quand même, cette maladie, elle permet de se préparer à la mort et de faire ses adieux de manière vraiment posée. Mais bon, on y reviendra peut-être aussi Non, plus tard. c'est intéressant, je pense qu'on peut y aller maintenant. À quel moment vous êtes rentré dans la relation avec chacun et quelle était votre envie aussi? Ça fait plein de questions là. Oui, j'ai toujours essayé de jamais cacher les choses en fait. Pour moi, il n'y avait pas de tabou par rapport à la maladie, parce que chez moi, c'était naturel. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à en parler ou qui cachent quand ils ont un cancer ou autre maladie. Moi, c'est pas du tout le cas. C'est comme ça, voilà, comme je disais tout à l'heure. C'est comme ça, on va pas le cacher et on va faire avec. C'est une force que vous insufflez aussi à votre famille, c'est que pour le vivre avec votre fils, vous êtes tellement dans l'acceptation et dans la résilience qu'en fait, c'est inspirant aussi pour vos enfants dans leur manière de vivre cette maladie et d'imaginer la suite. En fait, ce que je me dis, c'est que pour moi, la fin du match, elle est déjà sifflée. Donc moi, je considère que je suis dans le temps additionnel. Donc ça, je compte plus en années, moi je compte en mois. Et ce temps qui est donné, qui reste, il ne faut pas le gâcher. Donc il faut vraiment essayer de le vivre à fond. Et le vivre à fond, c'est essentiellement dans la relation avec ma famille, avec les autres, avec tous ces amis nantais que j'ai retrouvés après 40 ans. Ces moments sont tellement précieux qu'il ne faut pas les gâcher. Il faut vivre ça pleinement, à fond. Vivre à fond parce qu'en plus, comme vous êtes privé de vos membres, quelque part, le fait aussi d'avoir encore la possibilité de vous exprimer, de communiquer avec l'autre, est aussi cette manière de vivre les choses à fond. Oui, cette maladie, c'est très curieux parce qu'en fait, là, je vais commencer à vivre un peu comme dans un sarcophage parce que là, je suis maintenant tétraplégique, mais le cerveau reste intact. Donc, toutes les émotions, tout le ressenti, toute l'expression, tout reste là. Donc, encore une fois, dans mon cas, pour vivre et traverser cette maladie, c'est quelque chose d'inestimable pour moi. Quelle réflexion intérieure, justement, vous revient souvent? Alors, déjà, je n'ai pas de regrets. On a essayé de vivre. J'ai eu une vie bien remplie, comme je disais tout à l'heure, plusieurs vies en une vie. J'ai voyagé dans la moitié du monde à peu près. Les choses ne sont plus comme avant, dans le sens où, comme on ne peut plus rien faire, ce sont les autres qui font à votre place. Et c'est jamais comme vous voudriez qu'ils fassent ou comme vous aviez l'habitude de faire. Alors, des petits exemples concrets. En ce qui me concerne, moi, pour les soins ou l'alimentation, la façon de m'habiller, la façon de donner à manger, c'est un exemple tout à fait concret, mais donner à manger à quelqu'un, en fait, j'ai découvert que tout le monde mange différemment. Il y en a qui mélangent la viande avec les légumes, il y en a qui mangent d'abord la viande, puis les légumes. Il y en a qui font des petites bouchées, des grosses bouchées, il y en a qui mangent vite, il y en a qui mangent lentement. Et en fait, quand une personne vous donne à manger, elle fait du mieux, bien sûr, mais c'était jamais exactement comme quand vous mangiez. Alors que vous, quand vous mangez tout seul, vous ne réfléchissez pas. C'est naturel. Mais j'ai découvert qu'en fait, on n'était pas du tout alignés là-dessus. Après, quand on vous brosse les dents, quand on vous nettoie les oreilles, quand un autre fait ces gestes-là, c'est pas très agréable parce qu'il n'y a pas le ressenti. Quand c'est la même personne avec le même cerveau, c'est beaucoup plus facile. Mais quand deux cerveaux doivent s'aligner, c'est plus compliqué. Après, même, je sais pas, au niveau du bricolage, où il y a un petit travail à faire, là, vous vous dites, mais l'autre, il s'y prend à l'envers, là, parce que moi, j'aurais pas fait comme ça. Bon, bien souvent, ça arrive au même résultat, donc ça sert à rien de se frustrer pour ça. Mais voilà, c'est... Mais vous arrivez justement à lâcher prise vis-à-vis de ça? Oui, ça c'est difficile. Cette maladie, elle force deux choses. Une, c'est l'humilité, parce qu'en fait, on peut plus s'occuper de soi, de son corps, donc on se laisse toucher par quantité de personnes, d'une part, et puis la patience, parce que comme on peut rien faire tout seul, on est complètement dépendant à 100% des autres. Quand je suis tout seul, si j'ai une poussière dans l'œil, je la garde, je ne peux pas l'enlever. Si un moustique vient se poser sur ma main, je peux que le regarder me dévorer, et en plus, après, je ne peux pas me gratter. Ça, c'est un truc très frustrant de cette maladie, c'est qu'on n'arrive pas à se gratter, mais ça, je ne peux pas me toucher le visage.
Je ne peux plus bouger, quoi. Donc, voilà, ça, c'est les choses qu'il faut apprendre à lâcher prise, comme vous disiez, à abandonner, parce que sinon, on se fait des nœuds à l'estomac et on se pourrit la vie. Donc, mais c'est pas facile. Ouais, j'imagine, parce que vous parliez de ces deux qualités, justement, l'humilité et la patience, c'était deux qualités que vous aviez au départ? Ou vous avez appris? Pas forcément, enfin, pas plus que tout le monde, quoi. Là, pour le coup, on est quand même un peu contraint par la maladie, quoi. Donc, on y vient un peu par obligation. Mais c'est surtout que la façon dont moi je vis ma maladie impacte beaucoup aussi sur l'environnement et mon cercle familial. Si vous êtes en révolte, vous faites des nœuds à l'estomac, l'entourage s'en ressent et ça crée des tensions, etc. Donc, comme je disais à l'instant, le temps qui reste, faut pas le gâcher. Donc il vaut mieux effectivement lâcher prise, mais c'est un certain exercice, quoi. Il y a un truc assez incroyable quand on vous voit, c'est que vous gardez toujours votre joie de vivre et vous n'êtes pas du tout dans la culpabilité ou vous vous plaignez jamais. Jamais je vous ai entendu vous plaindre. Je trouve ça hyper fort et je me demandais comment est-ce que vous réussissez à trouver cette force d'avancer, de continuer à vivre. Comment est-ce que vous faites pour garder cette joie de vivre? Bah, je m'interroge un peu moi-même parce que je pense que c'est... Alors, d'abord, il y a une force intérieure, une vie intérieure, et un peu comme tout artiste, une vie intérieure très intense, qui se nourrit aussi d'une certaine spiritualité. La foi, c'est quelque chose d'important pour moi. La relation avec le Créateur, ça c'est d'un extrême réconfort. Mais il y a aussi surtout tout autour la famille, mon épouse en premier lieu, et puis mes enfants, mes belles-filles, mon gendre, tout ce cercle familial qui me soutient, qui m'encourage, avec qui on essaie de passer de bons moments. Tout le cercle des amis. Et là, à l'occasion de cette expo, ils se sont bien manifestés. Ils ont beaucoup participé à la réalisation de cette expo. Voilà, donc il y a pas mal de relais aussi autour de moi. Quand ma femme s'absente, il y a mes sœurs également, il y a des aidants. Donc, encore une fois, comme je disais, c'est surtout l'envie de bien vivre le temps qui reste qui me donne cette joie de vivre et également quand même d'avoir des projets, de garder des projets. Donc, voilà, cette exposition dont on va parler tout à l'heure est un des projets. Vous avez peur de mourir? Pas du tout. C'est vrai? Absolument pas, parce que je sais où je vais. Je sais qu'un grand bonheur m'attend. Je sais que je serai dans la paix, dans la joie, dans la lumière, dans la vérité. En fait, sur Terre, on est prisonnier de nos sens. Et donc, on voit le monde, je veux dire surtout les personnes, on juge beaucoup sur l'apparence. Et il m'arrive, bien sûr, de voir telle ou telle personne, son physique, son look, et de me dire, bon, pas intéressant. Mais enfin, c'est incroyable de se dire ça, parce que je pense que dans l'au-delà, on sera débarrassé des corps, il n'y aura que les esprits ou l'âme, et là, on verra l'intériorité des personnes. Donc la mort, non, moi je peux presque dire, au risque de choquer certains, je peux presque dire que je marche joyeux vers la mort. La seule chose qui me retient justement, c'est ma famille et j'ai un peu l'impression de les abandonner. Mais à titre perso, non, pour moi la mort c'est comme une deuxième naissance. Avant d'arriver sur Terre, voilà, c'est un passage du ventre de celle qui m'a porté. Arriver sur Terre, c'est un passage. Et là, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le premier passage, on n'est pas conscient quand on est bébé, embryon, à naître. On n'a pas conscience de ce passage et on le découvre sur Terre. Là, on a justement tout notre vécu et on a beaucoup d'appréhension, de peur, l'inconnu, etc. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait un écran de tissu et de traverser la toile et on bascule dans un autre monde. Donc, encore une fois, l'avantage de cette maladie, c'est qu'elle donne du temps pour méditer, pour penser à la mort, à l'au-delà, etc. Donc, non, moi, je vais dire, je suis prêt d'une certaine façon. Mais bon, j'espère encore vivre de bons moments avant de faire ça pour de bon. Et justement, tout à l'heure, vous disiez que vous ne souffriez pas, que c'était l'avantage de cette maladie, qui vous arrivait de ne pas souffrir. On sait que vous allez terminer justement dans une souffrance. Cette notion-là, elle vous effraie? Oui, parce que personne n'aime la souffrance. La souffrance n'est pas agréable. L'homme a supprimé pratiquement toute douleur aujourd'hui avec la médecine. Autrefois, on souffrait beaucoup plus. Aujourd'hui, on souffre beaucoup moins. Bon, j'ai quand même eu 3 accidents où j'ai
Je me suis vu mourir lié à la maladie. Une fois, je suis tombé de ma terrasse dans les bambous et j'étais bloqué, je ne pouvais plus respirer. Une deuxième fois, le tuyau de la VNI. Alors la VNI, c'est le respirateur artificiel avec lequel vous dormez, un peu comme les gens qui font l'apnée du sommeil. Donc un masque et de l'air qui est pulsé. Le tuyau s'est décroché, donc là j'étais vraiment en apnée. Et puis pas plus tard qu'il y a un mois, je me suis, avec mon fauteuil dans ma cuisine, je me suis écrasé contre la table et vraiment complètement aplati. Je ne pouvais plus respirer. Le fauteuil était bloqué et troisième fois, j'ai cru mourir. Donc cet instant-là, effectivement, est pas très agréable et un petit peu flippant, mais il dure pas très longtemps, c'est quelques minutes dans mon cas. Vous parliez tout à l'heure de faire vos adieux, que vous étiez finalement, vous aviez du temps pour faire vos adieux. Comment est-ce que vous vivez ça? Ben, ça se fait dans la durée, ça se fait dans des moments de partage. Il y a moi la façon de quitter progressivement ce que j'aime, mais ça laisse également le temps à mon entourage également de se préparer à perdre leur papa, leur beau-père, leur grand-père. Si je traverse la rue et je me fais écraser par une voiture, je disparais en un instant. C'est un choc très violent, mais on n'a pas pu se dire vraiment adieu. Il y a peut-être des choses qu'on aurait voulu se dire avant de se quitter, etc. Là, dans mon cas, cette maladie laisse tout ce temps de préparation, de lente maturation, où chacun va un petit peu à son rythme dans cette acceptation de ce départ prévisible mais non programmé encore. Et ben, pour moi, j'avoue que c'est une certaine forme d'apaisement. D'apaisement, d'autant plus que mes 4 enfants sont tous mariés, qu'on a des belles-filles super, un gendre top. Ils ont tous des beaux métiers, etc., avec une famille, parents, etc., et de les savoir bien lancés dans la vie, c'est pour moi également très, très apaisant, ça. Ça fait une belle transition avec ma question d'après, parce que vous savez, j'ai interrogé les beaux-frères et belles-sœurs avant notre entretien pour savoir quelles questions ils aimeraient vous poser. Et j'ai une très belle question de ma belle-sœur, Eugénie, qu'on embrasse, qui se demandait, maintenant que vous êtes forcée à la contemplation, est-ce que vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant? Alors, contemplation, j'aime bien ce mot-là parce que toute ma vie, j'ai été dans l'observation. Alors, l'observation fine. Et face à la beauté, l'observation devient contemplation. Alors avant, c'était une contemplation libre, puisque je pouvais aller où je voulais pour trouver de la matière à contempler. On en parlera un petit peu avec la photo après. Maintenant, c'est une contemplation rapprochée, je dirais, puisque je suis en fauteuil roulant électrique, même si j'ai un fauteuil un peu tout-terrain, qui me permet quand même de quitter le macadam et d'aller un petit peu dans des chemins. Mais voilà, la contemplation, elle est vraiment dans un cercle très très proche de quelques mètres, alors qu'avant, ben voilà, il y avait nos limites, quoi. On n'a pas parlé de votre quotidien, Bertrand. Moi, je le vis avec vous, donc je vois comment vous fonctionnez aujourd'hui, mais je pense que pour les auditeurs, c'est intéressant de savoir justement quelles ont été les adaptations que vous avez dû faire dans votre vie quotidienne. À la différence de quelqu'un qui est paraplégique et qui va rester 25 ans ou 40 ans en fauteuil de manière stable, là, cette maladie, elle évolue plus ou moins vite dans mon cas, mais cependant, voilà, il y a des étapes. Donc, au tout début, il y a des petits outils. On a du mal à tenir un crayon. Eh ben, on achète sur Internet un crayon spécial qui s'enfile comme une bague sur 2 doigts, qui permet de continuer d'écrire. On achète une cuillère un peu spéciale avec un gros manche qui permet quand même de saisir la cuillère et des petits artifices qui permettent de continuer à faire des choses par soi-même. Mais ça ne dure pas très très longtemps. Il y a quand même une étape importante pour moi, c'est le fauteuil roulant. Et là, c'est vraiment une marche. Donc ça, c'est en avril 2022. Autant avant, quand j'étais encore debout et parlant normalement, les gens ne pouvaient pas trop deviner ma maladie. À partir du moment où on s'assied dans le fauteuil roulant, on se dit que c'est irréversible, on ne pourra plus jamais se remettre debout. Donc on est assis pour la fin de ses jours et on n'en sort pas. Et 2, du coup, on se colle sur le front une grosse étiquette handicapée. Voilà, donc dans cette maladie,
il faut apprendre à devenir handicapé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont handicapés toute leur vie, de naissance ou d'accident à 20 ans, mais moi j'ai eu une vie tout à fait normale jusqu'à l'âge de 60 ans, et à 60 ans, crac, vous endossez ce statut d'handicapé, et il faut apprendre à le vivre, c'est pas facile. Alors il va y avoir une prochaine marche qui pour moi va être terrible, c'est quand je vais plus pouvoir piloter moi-même mon fauteuil, puisque voilà, la commande de la main baisse progressivement. J'y arrive encore, tant bien que mal, mais je sens bien que d'ici la fin de l'année, en tout cas l'année prochaine, je serai plus apte à piloter moi-même mon fauteuil. Donc ça veut dire que c'est une tierce personne qui marche à côté de vous, et c'est elle qui pilote le joystick. Mais là, comme je disais tout à l'heure que les choses ne se font pas comme on les aurait faites, quand c'est un autre qui vous promène en fauteuil, voilà, c'est pareil, vous êtes plus libre de vos mouvements. Donc ça, ce sera assez dur. Alors pour parler encore d'outils, j'ai investi dans un casque gyroscopique. Et ça, c'est très utile. Il a deux fonctions. Un, il peut permettre de piloter le fauteuil. En fait, gyroscopique, c'est quoi? Ça veut dire que ça fonctionne par rapport à des angles, une inclinaison. Donc en inclinaison de la tête, en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez piloter votre fauteuil sans toucher le joystick. Mais c'est pas évident, je suis vraiment en apprentissage. En revanche, il y a une deuxième fonction que j'utilise pleinement, c'est pour l'ordinateur. Et donc en fait, ça remplace la souris. C'est votre tête qui devient la souris. Et en bougeant la tête, vous bougez le curseur et vous cliquez avec la joue sur une petite barrette qui a une cellule photoélectrique qui détecte le gonflement de la joue qui équivaut à un clic. Et là, maintenant, je suis à peu près à 75% de la vitesse quand j'avais une souris à la main. Donc copier, coller, glisser, déplacer. Et c'est comme ça que j'ai pu d'ailleurs réaliser cette expo photo dont on dira un mot tout à l'heure. Ouais. Et donc ce qui veut dire que dès que votre joue se gonfle, il considère que c'est un clic. Oui. Toujours dans ces choix du quotidien, vous avez fait le choix avec votre femme de vivre votre maladie ici, dans votre appartement, de continuer à vivre votre quotidien. Donc c'est votre femme qui vous accompagne au quotidien dans cette maladie. Vous avez aussi le personnel soignant qui vient vous aider tous les jours maintenant. Bien sûr. Quelle relation vous avez avec ce personnel? Parce que c'est facile il rentre tout de suite dans votre intimité. Complètement, oui. Il faut ne pas être pudique, quoi. Oui, là encore, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Hein. De toute façon, voilà, c'est leur métier. Ils voient quantité de gens et il y a vraiment non, aucune pudeur, il y a aucune. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de personnes. Ça n'est pas comme votre médecin que vous voyez, qui vous connaît, etc. Là, ça peut être un défilé d'hommes, de femmes, parce que dans les associations, voilà, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y a quand même des soucis de personnel et il y a quand même pas mal de rotation. Donc vous voyez quand même beaucoup de monde. Mais bon, il n'y a pas le choix. Pour moi, c'est pas un problème. Bertrand, ce qui a motivé aussi cet entretien, c'est qu'en ce moment, vous exposez Cours Cambronne une sélection de vos photos qui ont été prises lors de ces 10 dernières années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette initiative est née? Elle est née tout simplement en me promenant Cours Cambronne, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement, qui est pour moi un des plus beaux endroits de Nantes en termes d'architecture, de dimension, d'espace, de géométrie. Et voilà, donc ça combiné avec l'envie d'exposer, parce que j'ai eu l'occasion d'exposer déjà plusieurs fois dans ma vie, j'avais envie d'en faire une dernière. Moi, c'est à peu près tous les 10 ans, et donc ça faisait un peu plus de 10 ans que je n'avais pas exposé, et je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir et partager des photos que j'aime avec d'autres, et également au profit de l'ARSLA. L'ARSLA, pouvez-nous... Oui, l'ARSLA, donc c'est l'association pour la recherche sur la SLA. Qui œuvre depuis 40 ans pour venir en aide aux personnes malades et à leurs proches. Oui, c'est une très belle association qui, en 40 ans, a quand même collecté et versé 10 millions d'euros pour la recherche, qui a financé plus de 200 projets de recherche fondamentale ou clinique, et qui a aidé 35 000 patients et leurs proches, donc à travers des prêts de matériel, par exemple. Moi, l'ARSLA me prête actuellement une sonnette d'alarme. Comme je ne peux plus déclencher avec la main, je déclenche avec un micro-switch
avec la tête. C'est des matériels assez coûteux et ils font des prêts gratuits aux patients atteints de la SLA. Donc c'est une très belle association et j'ai eu envie d'essayer de collecter des fonds comme font certaines personnes. Une personne que j'aime bien, c'est Olivier Goy, qui a sorti le film l'année dernière Invincible été sur la SLA justement. J'invite ceux qui ne l'ont pas vu à le trouver sur des plateformes ou à le visionner. Invincible été. Et ils ont monté une association avec 2 autres patients atteints de la SLA et pour collecter des fonds pour financer la recherche. Olivier Goy est atteint de la SLA. Oui, complètement. Et lui, il a perdu l'usage de la parole. Ouais. Mais ce garçon est incroyable parce que lui, il fait vraiment bouger les lignes. Il déplace des montagnes. Donc pour moi, c'est un peu un exemple. Et je me suis dit, à ton niveau, qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire mieux connaître la SLA et essayer de contribuer un petit peu à apporter ta pierre à l'édifice de cette association. Et donc, voilà, c'était mon fond iconographique que j'ai décidé un petit peu d'exposer pour partager et essayer de récolter des dons en ligne via la page Hello Asso. Parce que l'ARSLA est financé à 98% par le public, en fait. Tout à fait. Par les dons des... Tout à fait. Donc, elle est reconnue d'utilité publique. Vous pouvez faire vos dons en toute confiance parce qu'elle est certifiée par la charte, justement, dons en confiance, labellisée. Et elle a été validée par le Conseil d'État. C'est une association tout à fait sérieuse. Et n'hésitez pas à faire un don en ligne sur la page Hello Asso BV Bertrand Vigneron SLA. Je mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode et puis sur les réseaux sociaux. Et alors, ce qui est génial, donc vous parliez du fait que vous aviez déjà exposé, que ce n'est pas votre première exposition, que vous avez déjà exposé des photos dans votre vie passée. Vous allez me parler de ces projets, d'autant plus que vous n'êtes pas photographe professionnel, vous le disiez en introduction. Donc si on revient à l'origine de cette passion, comment est-ce qu'elle vous est venue, cette passion ? Elle m'est venue très tôt, à l'adolescence. Avec un ami, on avait fabriqué un petit laboratoire pour tirer des photos en noir et blanc. On avait 15 ans. À l'époque, les appareils photos, c'était des Instamatic. Et on prenait des photos et on les développait dans le noir. Et ça avait ce côté magique où la photo apparaît dans le bain révélateur. La photographie m'a pris très jeune. Ce qui s'est passé, c'est que je suis passé au numérique, mais j'ai jamais utilisé de traitement d'image. Je n'ai même pas Photoshop. Pour un photographe, c'est un peu honteux. Je ne sais pas, je ne retouche jamais aucune image, je ne recadre jamais une image. La photo ne m'a pas quitté de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai aimé photographier. C'était plus que ça, parce qu'en fait, c'était vraiment une vision, une quête du graphisme, très portée également sur la matière, qui donne une photo assez plasticienne. Mais ça veut dire que je perçois le monde en permanence comme ça. Bien sûr, quand j'ai le boîtier en main, enfin quand je l'avais, mais même sans le boîtier, que je sois en voiture, en train, quand le paysage défilait, sans arrêt, je voyais des clichés. Je me disais là. Donc les plus belles photos, elles ne sont pas dans le boîtier, en fait, elles sont dans ma tête. Mais bon, je pense que c'est peut-être un peu aussi comme ça pour tout photographe, je ne sais pas. Mais... Vous avez déjà exposé, me disiez ? Oui, première expo en année 2000, c'était au Galeries Lafayette de Berlin, ce bel immeuble de Jean Nouvel, qui est fermé maintenant. Mais alors là, c'était sur mes débuts un peu artistiques par rapport au graffiti, comme je disais. Et là, j'avais fait peindre une trentaine de graffeurs de différents pays. On avait décoré tout le magasin. C'était ma première expo. Et puis, ça m'a bien plu. 10 ans après, j'ai publié des livres nature et culture. Donc déjà, le concept nature-culture. Mais à l'intérieur, les photos étaient un petit peu pêle-mêle. C'était pas vraiment ordonné. Il n'y avait pas vraiment de sens. C'était un peu un brouillon, entre guillemets. Et ces livres-là ont été mis en exposition outdoor, grand format. C'était des tirages sur plaques d'aluminium, 1 mètre par 1,50 m sur des grands cubes. Et donc, j'ai exposé au Jardin des Plantes de Nantes, sur l'île de Versailles. Et puis après, l'exposition a voyagé un peu en France, dans différentes villes, pour finir place de la Défense. Et donc là, quand vous vous retrouvez avec vos petites photos devant la Grande Arche,
entre la sculpture de Miro à gauche et de Calder à droite, vous vous dites, ça y est, c'est la gloire. Et en fait, le soufflet retombe assez vite. Alors après, il y a une autre expo, la RATP, totalement différente également, qui a duré 6 mois, de janvier 2013 à juin 2013. Et là, j'avais 600 mètres carrés de photos. C'était vraiment énorme. Et là, j'ai pu appliquer le concept nature-culture. C'était Station Luxembourg, sur les 2 quais en vis-à-vis. Sur chaque quai, il y avait 3 panneaux, mais chaque panneau était immense. Il faisait 6 mètres de haut par 16 mètres de long. C'est l'équivalent de 8 4 par 3. Et donc là, j'ai fait un premier panneau minéral sur le quai nature, un premier panneau minéral, un deuxième panneau sur l'eau et un troisième sur le végétal. Et le quai d'en face, culture, il y avait 3 thématiques, énergie, construction, environnement, et qui restent les thématiques de cette exposition de Cambronne, mais avec que des nouvelles photos, donc entre 2013 et 2022, où depuis que je ne peux plus tenir mon boîtier, voilà, il y a effectivement 10 années de photos dans cette même veine, mais que personne n'a encore vu et que j'ai plaisir à partager aujourd'hui, Cours Cambronne. Comment est-ce que vous avez fait pour monter cette exposition ? C'est quelque chose que je portais dans ma tête depuis plus d'1 an. C'était très clair dans ma tête, mais alors toute la partie création artistique, évidemment, ça c'est quelque chose de très personnel. Un autre ne peut pas faire à votre place. Alors les thématiques, le choix des images, j'ai tout réalisé moi-même. Et avec le casque dont je parlais tout à l'heure, ce petit casque gyroscopique sur la tête, il m'a fallu quand même ordonner une banque d'images de plus de 5000 photos, faire une sélection. Et après, il faut ordonnancer les photos pour donner du sens, en fait. Là, je voulais vraiment qu'il y ait un fil conducteur de lecture de cette exposition. Chaque photo a une histoire, en fait. Et en même temps, en déroulant lors de la visite de l'exposition, il faut que ça raconte une histoire générale, qui ait un fil rouge. Donc c'est ça qui est pas facile à construire, à mettre en place. Mais c'est ce que j'ai fait tout seul dans ma tête et avec ma tête et mon casque pour justement faire le choix de ces images, les agencer. Après, immédiatement après, il y a eu quelques aides de graphistes, une agence de communication, Gulfstream, qui m'a fait toutes les mises en page, une amie graphiste qui m'a aidé pour incruster les signatures dans les photos, etc. Et puis après, autour de cela, tout ce groupe d'amis retrouvés, tous ces anciens Nantais que je n'avais pas vus depuis 40 ans, et ce groupe plein d'amitié qui redémarre et qui sont ravis de m'aider. Là, plus pour la partie technique, logistique, vu que c'est sur des supports, des clôtures de chantier, c'est de la bâche imprimée, donc il fallait faire l'accrochage, les livraisons, le transport, le montage, etc. Donc là, il y a plein de petits bras volontaires qui sont ravis de m'aider. Et c'est des beaux moments de fraternité aussi entre nous. Si on revient justement à l'origine de cette passion pour la photo, vous nous avez raconté comment elle est venue, mais est-ce qu'il y a eu des lectures, des ouvrages, des films, des rencontres qui vous ont éveillé ? Assez peu, en fait. J'ai lu un ouvrage de photographie qui était assez bien fait et qui m'a permis de comprendre un petit peu les rudiments de la photo. Mais il y a eu quelques rencontres. Comme je disais tout à l'heure, à 40 ans, je me suis découvert une âme d'artiste. C'est-à-dire que je suis allé voir un ami qui était directeur de création dans une agence de publicité que je connaissais, et je suis allé le voir et je lui ai montré mes photos. Et il me dit « Ah oui, c'est très graphique ». Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Et il me dit « Oui, tes photos sont très graphiques, mais je faisais du graphisme sans le savoir, quoi. » Je n'avais pas compris ce qu'il voulait me dire. Je ne connaissais pas ce mot-là, quoi. Après, un autre ami qui, lui, était photographe professionnel et qui me dit « Ah, mais j'aime bien tes photos ». Et il me fait une remarque, il me dit « Ah, toi, tu as beaucoup de choses à dire ». Et je me dis « Ah bon ? Qu'est-ce qu'il veut dire, lui, par là ?» Et en fait, oui, je m'exprime à travers mes photos. Je partage ma vision du monde, tout mon ressenti à travers les photos. Et ça, je l'ai compris après. Et puis une troisième personne qui était aussi professionnelle dans le monde de l'image à Paris et qui m'a dit « Il faut tailler le diamant ». C'est-à-dire que, il dit « Non, mais des photos comme ça, il y a des centaines de personnes qui en font. » Oui, bien sûr. Et il me dit « Non, il faut tailler le diamant ».
Et donc, voilà, c'est ce qui m'a Le diamant, poussé. c'était vos photos? Oui, il faut Ça pousser. voulait dire quoi, concrètement? Ça voulait dire, il faut être plus unique, il faut se différencier davantage, il faut plus de force, de caractère dans les photos, il faut développer son propre style. Je pense que c'est ça ce qu'il voulait dire. Et vous avez le sentiment maintenant d'avoir trouvé votre style? Ah, mon style, oui. Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est de la photo très plasticienne. Je m'intéresse beaucoup à la matière, aux matières, à la texture. Donc, c'est des cadrages très, très serrés. Je détourne, en fait, c'est plus pour tirer peut-être la substance de l'objet. Je le détourne un petit peu de son environnement. C'est aussi par le fait que, pour moi, la beauté, elle est partout, en fait. Elle nous entoure, il y a de la beauté partout. Et moi, même dans un tas d'immondices, ça peut receler une parcelle de beauté. Et donc c'est ça qu'il faut prendre, c'est pas le tas d'immondices, mais c'est le petit carré de beauté dans le... Voilà, donc en fait j'extrais un petit peu de son environnement, ça donne des photos, des cadrages très très serrés. Les gens pensent que parfois c'est de la macro, mais j'ai jamais fait de macro de ma vie. Voilà, et puis il y a quantité de sujets qui m'intéressent. Et cette expo, voilà, il y a les deux facettes, nature, culture. Bon, moi, évidemment, toutes ces photos me plaisent parce que j'en suis l'auteur. Mais ça ne peut, je n'ai rencontré personne qui aimait tout. Et inversement, je n'ai rencontré personne qui n'aimait rien. Donc, parmi toutes ces thématiques, chacun trouve un petit peu ce qui lui plaît, ce qui lui parle. Chacun à sa façon, voilà. Mais c'est un éventail assez vaste. Voilà, mais encore une fois, c'est cette vision que j'ai et qui s'applique H24 partout où je suis, mais que malheureusement aujourd'hui, je ne peux plus immortaliser parce que je ne peux plus tenir le boîtier photo, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous prenez des photos? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Alors, il y a le before aussi. C'est-à-dire que, bon, dimanche après-midi, tiens, j'ai une petite après-midi de libre. 3 jours avant, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je cherche comme matière? Est-ce que je vais chercher du minéral? Je vais aller dans une carrière. Du bois, je vais aller dans une scierie. Des déchets, je vais aller dans une déchetterie. Si je suis plus sur nature, je vais regarder un petit peu la carte, Google Earth, je vais observer un peu le terrain. Je vais chercher un marais, une petite vallée. On regarde les courbes de niveau, on analyse un petit peu le terrain. Et puis on part en safari. Bien souvent, ça c'est ce qui me restait de ma période graffiti, mais tous ces lieux que je viens de citer, ils sont fermés le dimanche, et ils sont clos, et il faut s'introduire. Donc on enjambe, on escalade les clôtures, sac à dos, basket, et puis après on se retrouve seul au fond d'une carrière, face à la roche, au minéral, dans un monde complètement différent. C'est un grand plaisir, parce que c'est vraiment une quête de matière, de graphisme. Vos photos, elles sont très tournées sur le monde qui l'entoure. Et en quoi est-ce que la maladie a changé votre regard sur le monde? Question de votre fille, pardon, je ne l'ai pas précisé. De votre fille Clémence. En fait, cette vision que je communique à travers mes photos, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est en fait une vision que moi j'ai en permanence. En fait, c'est un film qui se déroule. Les photos sont juste des clichés arrêt sur image. Mais moi, la vision que vous voyez à travers mes images, moi je l'ai en permanence en film. Et ça, la maladie n'a pas altéré ça. J'ai toujours cette même vision très focus. En revanche, c'est comme j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que c'est une vision plus rapprochée. Je suis très limité dans la portée de ma vision, de par les limites physiques. Donc ça a changé un petit peu ma vision. Est-ce que ça a changé ma vision du monde? Pas tant que ça. Comme j'ai écrit sur cette exposition, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, il est tel que nous le voyons. Je veux dire par là qu'il y a autant de vision du monde, de perception du monde que d'individus. Par là, je m'insurge un peu contre la pensée unique. Je revendique ma propre vision du monde, que je partage par les images de cette exposition, et je donne le droit également à chaque individu d'avoir droit à sa perception du monde, et non pas contre un format unique qu'on veut nous imposer. Voilà, donc non, mon regard sur le monde, je ne pense pas que la maladie est vraiment altérée en fait. Et si vous pouviez reprendre un appareil photo en main, ce serait pour aller où et quelle image vous aimeriez capturer? Là, il y a quelques... Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de regrets dans la vie, mais là, au niveau photographique, il y en a quelques-uns quand même. Il y a le végétal.
le végétal que j'aurais vraiment aimé continuer, poursuivre, pousser plus loin dans la photographie du végétal, et notamment dans les forêts tropicales ou équatoriales, parce que il y a des canopées tellement magnifiques, de formes, d'ombres, de lumière, de couleurs, qu'on a. Bon, le végétal chez nous est peut-être moins varié. Je ne vais pas dire que je l'ai épuisé, mais j'avais vraiment très très envie très attiré par la végétation exotique. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Dans le domaine du minéral, juste avant le Covid, j'étais à 2 doigts de partir dans le désert de Atacama, entre Chili et Bolivie, ou dans le Salar au Pérou. C'est un endroit purement minéraux, les lacs salés, etc. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais si je pouvais photographier, c'est là que je retournerais, oui. On va terminer cet entretien par mes traditionnelles questions sur Nantes. Déjà, je voulais savoir, vous qui êtes nantais, qui êtes revenu vous installer à Nantes après des années, quel constat avez-vous fait alors ? Alors moi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai été absent pendant 40 ans. Et même si pendant longtemps, je n'ai pas habité très très loin de Nantes, j'y suis très peu revenu, juste pour voir la famille, mais pas tellement pour y vivre, y passer du bon temps, etc. Mais à nouveau nantais maintenant, depuis 2 ans, je redécouvre ma ville avec beaucoup de plaisir. Pour moi, je suis vraiment très heureux d'être revenu à Nantes. Alors, oui, grosse évolution de la ville. Bon, les grands monuments n'ont pas bougé. Le château, la cathédrale, voilà. Mais tout le côté urbanistique, qui est toujours en cours de chantier, mais tout le centre-ville a quand même été refait. J'en profite au passage quand même pour saluer la voirie, parce que je trouve qu'en fauteuil roulant électrique, je me déplace sans aucun problème. Au niveau trottoir, etc., c'est quand même... en 25 ans, les progrès, c'est monstrueux, les progrès qui ont été faits. Alors, c'est une ville où il y a maintenant beaucoup de vélos. Alors, bon, quand on est automobiliste, il faut être très prudent, parce que ça vous arrive de partout. Mais en revanche, quand vous êtes piéton et vous avez moins de voitures et plus de vélos, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, voilà, pour moi, c'est une ville qui évolue dans le bon sens, avec juste un petit bémol. On en parle déjà assez, alors j'hésite à le prononcer, mais c'est la sécurité. Mais sur tout le reste, pour moi, c'est tout bon. Que vous évoque la ville de Nantes ? Ben, pour moi, la ville de Nantes, c'est une ville où il fait bon vivre, avant tout. Un climat tempéré, une position géographique assez bien située. On est tout au bout de la vallée de la Loire, proche de la côte. Et puis, il y a quantité de restaurants, de bars, de terrasses qui sont souvent assez pleins. On sent que la ville de Nantes aime faire la fête. Et puis, c'est une ville très verte aussi. Très, très verte. Et moi, dans ce que j'aime faire à Nantes, il y a la promenade en bord de Loire, par exemple, mais il y a surtout le Val de Chésine, qui est à la porte de mon appartement, vu que je suis accolé au parc de Procès. Alors, le parc de Procès, c'est gentil, avec les tulipes et les allées en macadam, mais bon, assez vite, ça m'a suffi. En revanche, la coulée verte du Val de Chésine, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. C'est incroyable. On est à peine 10 minutes du centre, et on se retrouve au creux d'un vallon. Donc, on n'entend pas les bruits de la ville parce qu'ils passent au-dessus de la tête. Et là, on est en pleine nature sauvage, quoi. Moi, je vois des hérons. L'autre jour, il y a une couleuvre de 1 mètre de long qui me passe de mon fauteuil roulant. Et là, je me dis, mais chouette, la biodiversité revient en force. Donc, maintenant qu'on n'a plus de produits chimiques, on fauche beaucoup moins, etc. Je revois quantité d'abeilles, d'insectes, etc. Et on se dit, ça va dans le bon sens. Et ça fait quand même plus de 12 km de long. Donc, pour moi, c'est vraiment un poumon à Nantes. Ouais, je trouve ça vraiment, d'avoir réalisé ça, c'est vraiment superbe. Et je m'en sers pas tous les jours, mais toutes les semaines, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez des adresses que vous souhaiteriez partager aux auditeurs de Radio Nantes ? Alors, question resto, il y en a un que j'aime bien qui est... c'est vraiment le resto pour les mecs, c'est le Coq en pâte, parce qu'on y fait de bonnes bouffes entre copains. Ça, c'est sympa. C'est pas une cuisine raffinée, mais c'est une cuisine un peu de grand-mère. Et puis, c'est les plats qu'on mange pas trop à la maison. Il y a un endroit que j'aime bien, c'est le Lab. Toujours un petit peu aussi mon côté un peu industriel, vieux bâtiments rénovés, vieilles entrepôts réhabilités, etc., qu'on trouve beaucoup en Europe du Nord. Enfin, pas que, mais et cet esprit un peu, voilà,
Donc j'aime bien ce genre de volume, d'endroits. Voilà, ça c'est des endroits que j'aime bien. Pour finir, quel conseil vous donneriez à d'autres personnes qui sont atteintes de maladies graves et à leurs proches pour mieux vivre leur maladie? Comme je l'ai dit en préambule, peut-être, c'est surtout de s'armer d'humilité et de patience, d'une part, parce que sinon, ça risque de mal se passer ou de se passer plus difficilement. Un deuxième conseil, c'est de rester actif, au moins dans sa tête, et d'avoir des projets. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette exposition Cours-Cambronne du 1er au 25 juin. Parce que c'est ça qui permet de continuer d'aller de l'avant, en fait. Même si je réfléchis déjà à une future exposition, mais c'est un peu tôt pour en parler. En fait, pour moi, c'est de vivre comme si j'étais pas malade, en fait. Et j'ai mis très longtemps, c'est compliqué à expliquer, parce que j'ai dit tout à l'heure que tout de suite j'étais dans l'acceptation. Alors, j'ai peut-être été dans l'acceptation parce que j'ai toujours évacué la maladie. Dans ma tête, je me suis toujours dit que j'étais pas malade, dans mon esprit. Alors que, bon, physiquement, ça devient très, très compliqué. Mais dans ma tête, je continue à essayer de vivre comme si j'étais pas malade. Et c'est peut-être ça aussi qui me donne cette énergie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Oui, c'est de prendre conscience de la chance d'avoir encore ses bras, ses jambes. Parce qu'évidemment, c'est le jour où on n'en a plus qu'on se rend compte. Moi, je me dis, mais c'était vachement utile, des bras, en fait. Et maintenant que j'en ai plus, voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est réjouissez-vous d'être en mode santé, d'avoir l'usage de tous vos membres, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et voilà, donc profitez-en un maximum. Merci Bertrand, merci pour votre témoignage aujourd'hui. C'était très riche. Et puis à bientôt. Merci Éléonore. Oui, à bientôt. Et donc on donne rendez-vous aux auditeurs, Cours-Cambronne, du 1er au 25 juin 2024, voir votre exposition. Vous êtes bienvenus au Cours-Cambronne. Moi, j'essaierai d'y aller, peut-être pas tous les jours, mais très souvent en fin d'après-midi plutôt, à partir de 16-17 heures. J'aime bien aller à la rencontre du public, et puis le public aime bien aussi peut-être échanger un petit peu avec l'auteur-photographe. Donc voilà, tous les auditeurs, vous êtes bienvenus, et je serai ravi de faire votre connaissance sur le lieu de l'exposition du 1er au 25 juin. Merci Bertrand. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.